Après des années de spéculation, Richard Rawlings brise enfin le silence. La star de Fast and Loud a révélé un secret longtemps caché, qui éclaire tout. L'échec de ses mariages. La vente soudaine de sa précieuse collection de voitures est la véritable raison pour laquelle Discovery a mis fin à son émission à succès. Aujourd'hui âgé de 55 ans, Rawlings est prêt à dire la vérité sur la bataille juridique de 6 millions de dollars qui a tout changé. Et croyez-nous, c'est bien plus choquant que ce que l'on pouvait imaginer. Né le 30 mars 1969 dans un quartier ouvrier de Fort Worth, au Texas, Richard est tombé amoureux des voitures bien avant que la célébrité ne le rattrape. L'une des premières photos de lui montre un petit garçon fier au volant d'une Volkswagen Beetle à pédales. Ce n'était pas seulement un jouet, c'était un signe avant-coureur de ce qui allait arriver. Alors que les autres enfants passaient leur samedi matin devant les dessins animés, Richard avait un rituel différent. À 3 heures du matin, avant même que la ville ne s'éveille, il montait dans la voiture avec son père pour livrer les journaux. Il roulait dans l'obscurité et jetait les journaux dans les allées encore endormies. Après l'école, il recommençait pour la tournée de l'après-midi. Les week-ends n'étaient pas non plus consacrés au repos. Richard faisait du vélo de maison en maison pour collecter les paiements. Mais ce n'était pas l'argent qui le fascinait. C'était les voitures. Il mémorisait chaque marque, chaque modèle et chaque année des voitures garées devant la maison de chaque client. Son œil aiguisé surprenait souvent les gens, qui n'en revenaient pas que ce jeune garçon en sache autant. Sa réponse était toujours simple. « Je passe devant chez vous 2 fois par jour, presque tous les jours de la semaine. Comment pourrais-je ne pas savoir ce qu'il y a dans votre allée? » Son père, qui avait 2, voire 3 emplois, veillait toujours à ce qu'il ait une chose pour lui. Une voiture ou une moto. Ce jouet était sa récompense, et cette leçon lui est restée. Richard a observé et appris que si l'on voulait quelque chose de spécial, il fallait le mériter. À l'âge de 14 ans, Richard a acheté sa première voiture. C'était en 1983. Il s'agissait d'une Mercury Comet verte de 1975. Il l'a payée avec l'argent qu'il avait économisé en livrant des journaux pendant des années. La plupart des enfants rêvaient d'avoir 16 ans. Richard conduisait déjà. Bon, pas légalement. Mais cela ne l'arrêtait pas. Cette comète n'était pas seulement un moyen de transport. C'était une déclaration. À l'école, il brûlait le bitume dans le parking, faisant des tours en rond juste pour montrer ce dont elle était capable. Ses camarades de classe en parlent encore aujourd'hui. Malgré sa couleur verte affreuse, il pensait que c'était la voiture la plus cool jamais construite. Les choses ont ensuite évolué rapidement. En 1987, Saint Terminal, il en était déjà à sa 3e voiture. Cette fois, c'était une Bandit Trans Am noire de 1977. Elle semblait tout droit sortie de Smokey and the Bandit, et elle a fait de lui le spécialiste des voitures à Eastern Hills High School. Mais il ne s'agissait pas seulement de frimer. Il vendait aussi des voitures. Il les achetait, les réparait, les revendait. Avant d'obtenir son diplôme, il avait déjà revendu une 20aine de véhicules différents. Il gagnait ainsi plus que la plupart des adolescents travaillant à temps partiel. Et il ne faisait pas les choses à l'aveuglette. Il avait l'œil pour repérer les bonnes affaires, les améliorer juste ce qu'il fallait et convaincre les gens de payer plus cher que lui. C'est ce qui a constitué la base de tout ce qui a suivi. Au début des années 90, alors qu'il n'avait que 22 ans, Rawlings a été confronté à une situation beaucoup plus grave. Il conduisait une Ford Mustang 2+2 Fastback de 1965, une voiture classique dont le toit fait rêver les collectionneurs. Un soir, alors qu'il roulait dans un quartier difficile près d'Oakland Boulevard à Fort Worth, il a été pris en embuscade par des voleurs de voitures. Ils ont essayé de le sortir du siège conducteur. Richard s'est défendu. Dans la lutte, une balle lui a traversé l'épaule et a descendu son bras gauche. Il a survécu. Il aurait pu tourner le dos à la culture automobile pour toujours. Mais cela n'a fait que renforcer sa détermination. Entre 1988 et 1999, avant les tatouages, la célébrité et le garage, Richard a porté 3 uniformes. Il a travaillé comme policier, pompier et ambulancier. Tout cela avant l'âge de 21 ans. Son père lui avait toujours dit « Trouve un bon travail avec des avantages sociaux. Reste loyal et prends ta retraite avec une montre en or. » Richard l'a écouté, du moins au début.
tout a changé en Ketnoka alors qu'il livrait des Miller Lite dans un bar local. L'un des habitués, qu'il prenait pour un ivrogne comme les autres, lui a demandé ce qu'il comptait faire de sa vie. Richard a mentionné les forces de l'ordre, mais a répondu qu'il n'avait pas les moyens d'aller à l'académie. L'homme l'a regardé et lui a dit « Bon sang, je suis le maire de telle ville. » En moins de 17 jours, Richard était inscrit à l'Académie de police du nord du Texas. Il a servi comme policier à Alvarado. Il est ensuite devenu pompier à Coppell. Il a exercé plusieurs fonctions et a appris à rester calme lorsque les choses tournaient mal. Ses compétences en gestion de crise lui ont ensuite été utiles dans le monde des affaires. Mais à 25 ans, il avait besoin de changement. Il a vendu tout ce qu'il possédait et a acheté une Jeep. Il est parti pour la Californie, dans l'espoir de commencer une nouvelle vie. À l'époque, il avait l'air propre sur lui. Pas de tatouage, pas de piercings. 6 mois plus tard, il est revenu au Texas sans le sou, avec des tatouages, les oreilles percées et sans Jeep. Elle avait été saisie et il dormait sur le canapé de sa sœur. Ce coup dur ne l'a pas brisé. Au contraire, cela l'a motivé. Il avait besoin de se lancer dans quelque chose qui lui appartienne. C'est ainsi qu'il a fondé Lincoln Press en 1999. Il s'agissait d'une entreprise d'impression et de publicité à Dallas. Il n'avait aucune expérience dans le domaine de l'impression, mais il comprenait le branding. Il a contracté un prêt de 100 000 $ pour petites entreprises afin de se lancer. En 5 ans, Lincoln Press était en plein essor. En 2004, il a offert une Lamborghini Gallardo au premier client qui dépenserait $1 million dans l'entreprise. Ce coup de pub a fonctionné. L'entreprise a continué à se développer. Finalement, il l'a vendu. Cette vente lui a permis de financer sa véritable passion, les voitures. Lorsque Richard Rawlings a lancé Gas Monkey Garage à Dallas en 2002, les choses n'ont pas vraiment décollé. L'atelier était petit. Il n'avait même pas l'eau courante ni la climatisation. Et il avait été construit avec l'argent de la vente de son ancienne entreprise, Lincoln Press. Les débuts ont été difficiles. Rawlings avait la passion, mais pas les ressources. Pourtant, il croyait en ce qu'il était en train de construire. Avec sa petite équipe, il a donc pris la route, parcourant le pays pour participer à des salons automobiles, des salons professionnels et des rallyes, faisant tout ce qu'il fallait pour faire connaître Gas Monkey. En mai 2007, avec son ami Dennis Collins, il s'est lancé dans une tentative de battre l'un des records les plus légendaires de la culture automobile, le Cannonball Run. Le record original, établi en 1968, était de 32 heures et 51 minutes. C'était le temps qu'il fallait pour traverser les États-Unis d'est en ouest, de New York à Los Angeles, avec pour seul objectif la vitesse. Ce record est resté invaincu pendant près de 3 décennies. Le 12 mai 2007, Rawlings et Collins ont décidé de tenter leur chance. Ils ont ignoré l'itinéraire prévu pour le Rally Bull Run, qui allait de Montréal à Key West, et ont préféré se concentrer sur le record. Ils ont conduit une Ferrari 550 Maranello modifiée, équipée de réservoirs de carburant supplémentaires afin de ne pas avoir à s'arrêter trop souvent. Ils ont quitté Manhattan sous le couvert de la nuit et ont atteint le Portofino Inn à Redondo Beach en seulement 31 heures et 59 minutes. Ils avaient réussi. Ils avaient battu un record qui tenait depuis 28 ans, avec une moyenne de 87,6 miles par heure sur 2,11 miles de route. Tout le monde n'y croyait pas au début. Certains ont remis en question l'itinéraire ou l'ont comparé aux courses originales. Mais malgré la controverse, l'exploit est resté exceptionnel. Il était audacieux, dangereux et suffisamment réel pour valoir à Rawlings une reconnaissance personnelle de Jay Leno. Un moment qui a eu plus d'importance que la plupart des gens ne l'ont réalisé. Jay Leno n'est pas seulement un passionné de voitures. C'est le passionné de voitures. Son garage regorge de centaines de véhicules classiques et rares. Ses connaissances sont approfondies et il jouit d'un immense respect dans le monde automobile. Ainsi, lorsque Leno a salué Rawlings pour avoir battu le record du Cannonball Run, ce n'était pas seulement un compliment. C'était une marque de reconnaissance très forte. C'était bien avant que Fast and Loud ne fasse de Rawlings une célébrité. Mais cette reconnaissance de Leno lui a permis d'acquérir une crédibilité sérieuse dans le monde automobile. Et Rawlings avait besoin de cette crédibilité.
Entre Tofield et Tontilintuz, Lancer Gas Monkey n'a pas été facile. Il a investi tout son argent dans son entreprise. Il travaillait dans un garage sans climatisation, sans eau courante et avec à peine assez d'outils pour s'en sortir. Il avait du mal à trouver de bons mécaniciens, à trouver les bonnes pièces et devait se battre pour payer ses factures. Chaque projet était un risque. Chaque client devait être gagné. À cette époque, Rawlings a commencé à présenter son idée d'émission. Il voulait faire découvrir la restauration automobile à un public plus large. Pas seulement aux passionnés de mécanique, mais aussi aux familles, aux enfants, à tous ceux qui aiment les belles histoires mêlées de puissance. Mais les chaînes de télévision n'ont pas mordu à l'hameçon. L'idée semblait trop niche ou trop risquée. Alors, en attendant une opportunité, il a continué à promouvoir la marque en prenant la route. Plus de salons automobiles, plus de rencontres, plus de relations humaines. Le travail était lent, mais il a permis de construire quelque chose de solide. Lorsque Discovery a finalement donné son accord en 2012, le nom Gas Monkey avait déjà une certaine notoriété dans le milieu automobile. Lorsque Fast and Loud a été diffusé pour la première fois le 6 juin 2012, personne ne savait que cette émission allait transformer un garage de Dallas en une marque mondiale. Au centre de tout cela se trouvait Richard Rawlings. Avant l'arrivée des caméras, il n'était qu'un simple gérant du Gas Monkey Garage. Après le succès de l'émission, il est devenu un visage reconnaissable dans plus de 200 pays. Le succès ne s'est pas limité aux États-Unis. L'émission a été traduite en 13 langues. Cette portée a propulsé Rawlings au rang d'acteur majeur du monde du divertissement en l'espace de quelques mois. Le concept était simple mais puissant. Rawlings et son équipe recherchaient des voitures classiques oubliées. La plupart étaient en mauvais état ou à peine en état de rouler. Il redonnait vie à ces voitures, les faisait briller, puis les revendait pour faire des bénéfices. Mais ce qui distinguait l'émission, c'était son ton. Alors que d'autres émissions misaient sur le drame ou ciblaient un public de niche, Fast and Loud visait un large public. Rawlings le décrivait comme un programme que les enfants et leurs grands-parents pouvaient apprécier. Il ne voulait pas créer une énième émission sur les voitures. Il voulait que ce soit amusant et rythmé, et que tout le monde se sente à l'aise en le regardant. La stratégie a fonctionné. Les téléspectateurs sont devenus accros aux voitures, aux constructions et à l'énergie. Mais le véritable tournant a eu lieu lorsque Rawlings a utilisé ce succès pour s'étendre bien au-delà de la télévision. Il a lancé des restaurants Gas Monkey, des lignes de vêtements, des boissons énergisantes, de la tequila, de la vodka et bien d'autres produits. Le garage était toujours là, mais il était désormais le fondement d'une entreprise beaucoup plus grande. En 2020, Rawlings avait bâti un véritable empire. Même si l'émission a pris fin le 8 juin 2020, après 16 saisons et 155 épisodes, la marque était plus forte que jamais. La raison du succès de l'émission résidait dans ce que Rawlings appelait sa « formule cash money ». Il s'agissait d'acheter intelligemment et de vendre encore plus intelligemment. Il parcourait le pays à la recherche de voitures classiques en mauvais état, puis utilisait ses talents de négociateur et son argent liquide pour conclure rapidement des affaires. Il lui arrivait parfois d'emporter plusieurs milliers de dollars avec lui pour convaincre un vendeur d'accepter immédiatement. Il a dit un jour, « Vous pouvez toujours acheter une voiture de 10 000 $ pour 5 000 $ si vous avez cette somme en poche. » Cette phrase n'était pas seulement une bonne réplique pour la télévision. C'était sa stratégie dans la vie réelle. Et elle fonctionnait. L'un des meilleurs exemples de cette formule en action est la Dodge Challenger. Rawlings l'a acheté pour un peu plus de 40 000 $. L'équipe a investi 77 000 $ dans sa restauration, en y ajoutant des améliorations et des caractéristiques uniques. Lorsque la voiture a été vendue, elle a atteint 150 000 $. Cela représentait un bénéfice de 73 000 $ sur une seule transaction. Ce n'était pas seulement de la chance. C'était le résultat d'un instinct aigu, de dépenses intelligentes et d'une compréhension profonde de ce que voulaient les acheteurs. Ce qui distinguait également Fast and Loud, c'était la volonté de Rawlings de prendre des risques. Il achetait souvent des véhicules que la plupart des gens n'auraient pas touchés. Des épaves rouillées, des châssis endommagés, des voitures qui semblaient avoir été oubliées depuis des décennies.
Même son équipe remettait parfois ses décisions en question. Mais Rawlings voyait un potentiel que les autres ne voyaient pas. Une fois, il a acheté une supercar pour 400 000 $. Elle avait de sérieux problèmes mécaniques après une panne chez son ancien propriétaire. Mais Gas Monkey Garage a réussi à la remettre en état. Après sa reconstruction, la voiture s'est vendue avec un bénéfice considérable. Ce genre de pari risqué est devenu l'une des caractéristiques de l'émission. Ces voitures rouillées n'étaient pas seulement une question d'argent. Elles apportaient du drame et de la profondeur à l'émission. Chaque voiture avait une histoire. Chaque restauration comportait des problèmes à résoudre. Les téléspectateurs pouvaient voir combien de temps, d'argent et d'efforts étaient nécessaires pour transformer ces voitures. Certaines constructions ne se sont pas déroulées comme prévu. Certaines ont pris plus de temps que prévu. Toutes les voitures n'ont pas été rentables. Mais cela faisait partie de l'attrait de l'émission. Elle a été diffusée de juin 2012 à juin 2020. Cela représente 8 années complètes de construction, de revirements et de road trips endiablés. À la 4e saison, l'émission avait trouvé son rythme de croisière. Cette saison a été marquée par des délais serrés, des problèmes inattendus et des réparations de dernière minute qui ont ajouté à la tension. Les téléspectateurs ne savaient jamais si l'équipe allait terminer une voiture à temps ou si l'affaire allait tomber à l'eau. Ce mélange de pression et de récompense a fidélisé les téléspectateurs. Mais en 2020, Rawlings a pris une décision importante. Dans l'émission Joe Rogan Experience, il a révélé qu'il avait mis fin à son partenariat avec Discovery. La raison était une question de contrôle. Il voulait plus de liberté créative et ne voulait pas être lié par des contrats qui limitaient ses possibilités futures. Quitter la chaîne était un risque, mais cela lui a également ouvert de nouvelles portes. Depuis, Rawlings a continué à développer sa marque grâce à YouTube, à de nouveaux projets médiatiques et au succès continu de Gas Monkey Garage. Richard Rawlings s'était déjà fait un nom dans le monde de l'automobile. Mais en 2013, il a décidé d'étendre sa marque au-delà des voitures et des moteurs. Il s'étendait sur 765 mètres carrés. Ce n'était pas seulement un restaurant. C'était à la fois une salle de concert, un bar et un lieu à l'ambiance unique. L'endroit pouvait accueillir jusqu'à 1200 personnes, et Rawlings s'est assuré de faire appel à des professionnels expérimentés pour le gérer. Il a engagé Alex Mendonca, qui avait dirigé le House of Blues à Las Vegas, pour diriger les opérations en tant que directeur général. David Hollister est arrivé en tant que directeur culinaire pour façonner l'offre gastronomique. L'ouverture ne s'est pas faite dans la discrétion. 2 jours avant le lancement officiel, le groupe de rock américain Old 97s a donné son tout premier concert dans la salle. Cette fois-ci dans le Terminal D de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth. C'était une décision judicieuse. Les voyageurs transitant par l'un des aéroports les plus fréquentés du pays avaient désormais un endroit où manger, écouter de la musique et découvrir la marque Gas Monkey. Rawlings a même évoqué son souhait d'ouvrir un 3e établissement en dehors de la région de Dallas-Fort Worth. Il ne s'agissait pas seulement d'une expérience. Il était en train de construire quelque chose. Le Bar Grill est devenu plus qu'un simple restaurant. Il s'est transformé en un lieu incontournable où se côtoient culture automobile, musique et vie nocturne. Plus tard dans la même année, en octobre 2014, Rawlings passa à la vitesse supérieure. Juste en face du Bar Grill original, il ouvrit le Gas Monkey Live. C'était immense. Conçu pour les grands spectacles et les foules importantes. Lors de la soirée d'ouverture, les légendes du punk rock Social Distortion sont montées sur scène. À partir de là, la salle a commencé à attirer de grands noms et à accueillir des événements prestigieux. L'un des moments les plus marquants a eu lieu en novembre 2014. Motley Crue y a donné un concert gratuit dans le cadre de sa tournée All Bad Things Must End. L'événement, baptisé Dodge Rocks Gas Monkey, n'était pas ouvert à tous. Seuls les propriétaires de véhicules Dodge étaient autorisés à y entrer. Cet événement n'était pas seulement un concert. C'était aussi une vitrine pour les derniers modèles de Dodge, notamment la Charger SRT Hellcat et la Challenger SRT Hellcat. La soirée entière a été marquée par la vitesse, le son et le spectacle.
Gas Monkey Live a également accueilli des événements privés, des soirées VIP et des réceptions d'entreprises. Il disposait de loges et d'espaces modulables qui le rendaient facile à utiliser pour d'autres activités que la musique. Malgré son succès, la salle a connu des moments difficiles. En mai 2020, Gas Monkey Live a fermé ses portes. La pression financière due à la pandémie de COVID-19 a rendu impossible la poursuite de ses activités. Cette fermeture a marqué la fin d'un chapitre audacieux dans l'aventure de Rawlings dans le domaine du divertissement en direct. Mais elle n'a pas freiné son ambition. En 2014, l'année de l'ouverture du Gas Monkey Live, Rawlings est devenu le porte-parole national de Dodge. Son visage était soudainement partout. Les publicités le montraient au volant, vantant les performances et le style de Dodge. C'était le crossover parfait. Son amour pour les voitures, son espace musical et une marque de renom se sont réunis en une seule soirée. Cet accord a permis à Dodge de se rapprocher des fans de voitures tout en offrant à Rawlings une visibilité nationale. Son influence dans le monde automobile n'a cessé de croître. Puis, en 2019, il a franchi une nouvelle étape en se lançant dans les boissons énergisantes. Mais au lieu de créer une entreprise à partir de zéro, il a obtenu une licence pour la marque Gas Monkey. Il a ainsi pu garder le contrôle de l'image sans avoir à supporter les coûts de production. C'était une décision judicieuse. Gas Monkey Energy a été lancé avec 2 saveurs, Classic et Light. L'image de marque misait sur la vitesse, la puissance et l'excitation. La même énergie que Rawlings apportait à tout ce qu'il faisait. En janvier 2025, la marque a ajouté une 3e saveur appelée Tropical. Elle était composée d'un mélange de mangue, de fruits de la passion, d'ananas, de citron et de miel. Elle ne contenait pas non plus de sirop de maïs à haute teneur en fructose ni d'additifs artificiels. La boisson correspondait bien au style de vie promu par Rawlings, audacieux, rapide et propre. Les boissons énergisantes étaient vendues dans les magasins de proximité et en ligne. Elles ont également fait leur apparition lors de grands événements de sport automobile tels que l'Indianapolis 500 et les courses NHRA. Richard Rawlings a toujours mené une vie trépidante. Mais si sa carrière a décollé au son des moteurs vrombissants et grâce à la célébrité télévisuelle, sa vie personnelle a connu des rebondissements. Sa première femme, Karen Kay Grimes, est entrée dans sa vie pendant cette période difficile et incertaine. Ils se sont mariés cette année-là, mais leur relation n'a pas duré. En 1994, ils ont divorcé. Le mariage avait duré moins d'1 an. Il n'était pas encore célèbre, n'avait pas de fans ni n'était sous les feux de la rampe. Il n'était qu'un jeune homme poursuivant un rêve et un mariage qui prit fin avant même d'avoir vraiment commencé. On ne sait pas grand-chose de Karen. Elle est restée à l'écart des projecteurs et leur brève relation n'a jamais fait la une des journaux. Mais ce premier divorce marqua le début d'une tendance. Il montrait à quel point il était difficile pour Rawlings de trouver un équilibre entre son ambition et sa vie personnelle. La pression pour réussir avait un prix, et ce prix ne cessa de se faire sentir. Surtout dans les années qui suivirent. En 1999, il fit une nouvelle tentative, cette fois avec Suzanne Marie Mergel. Ils se marièrent à Las Vegas, alors que Rawlings commençait à faire des progrès avec Gas Monkey Garage. Les choses commençaient à s'arranger sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel. La tension était toujours présente. Son entreprise se développait rapidement. Ils voyageaient souvent. Après 10 ans, leur relation a atteint un point de rupture. En 2009, ils ont divorcé. Pour la plupart des gens, cela aurait pu être la fin. Mais Richard et Suzanne avaient un lien compliqué. En 2015, 6 ans après leur séparation, ils se sont remis ensemble. Ils se trouvaient à Cabo San Lucas, en Mexique, et ont décidé de se donner une nouvelle chance. Cela semblait prometteur, une seconde chance après des années d'évolution et de changement. Mais cela n'a pas duré. En mars 2019, Rawlings a de nouveau rendu sa relation publique, cette fois sur Twitter, annonçant que Suzanne et lui se séparaient. Il a publié le message le 11 mars 2019. C'était inhabituel, mais direct. Il a déclaré que des médias tels que TMZ en parlaient déjà, et qu'il voulait donc être celui qui l'annoncerait à ses fans. Il expliquait que la décision était mutuelle.
Suzanne et Louis s'aimaient toujours, mais après plus de 20 ans de relations intermittentes, ils avaient atteint le point de non-retour. Ce deuxième divorce a été rapide. Suzanne est repartie avec un règlement financier. Rawlings lui a versé 300 000 $ en 2 fois. Elle a également conservé sa Mercedes SL 450 Roadster. Malgré tout, Richard a parlé avec gentillesse de leur vie commune. Il a déclaré qu'ils avaient partagé quelque chose de vrai, même si cela n'avait pas duré. 2 mariages, 2 divorces. La même personne, les 2 fois. Cela en disait long sur la difficulté qu'il avait à concilier vie privée et vie publique. Puis vint Katerina Deason. Son nom a fait de la une des journaux pour une autre raison. Elle avait auparavant été mariée à Darwin Deason, un milliardaire texan qui avait vendu sa société, Affiliated Computer Services, à Xerox pour 6 milliards de dollars. Katerina avait passé des années dans ce milieu. Jets privés, super yachts comme l'apogée et un style de vie fondé sur une richesse inimaginable. Mais en total 19, sa vie a basculé. Elle et Richard ont commencé à se fréquenter peu après sa séparation d'avec Suzanne. Les choses se sont précipitées. Le 17 août 2019, Richard a fait sa demande en mariage au Bay, Tulum Resort au Mexique. Il a recouvert la plage de pétales de rose et a posté sur les réseaux sociaux qu'il avait trouvé l'âme sœur. Ils se sont mariés le 28 juin 2020 à Key West, en Floride. La cérémonie était intime. La COVID-19 les avait contraints à annuler le grand mariage qu'ils avaient prévu en Grèce. Mais ce moment n'en restait pas moins significatif. Katerina avait quitté un monde pour en découvrir un autre. De femme d'un milliardaire à compagne d'une star de télé-réalité, le changement était radical, mais semblait lui convenir. Richard Rawlings. Cela a choqué les fans et les adeptes de la marque Gas Monkey. Le procès accusait Rawlings d'avoir tenté de se séparer de ses partenaires commerciaux par ce qu'il qualifiait de tentative délibérée et trompeuse pour se soustraire à ses contrats. Le document juridique comptait 47 pages et regorgeait de détails. Il décrivait comment la relation avait commencé à se détériorer dès mai 2013, avant même l'ouverture du bar. Un ancien employé, Tim Hinkhouse, avait alors écrit un email dans lequel il affirmait que Rawlings traitait très mal les ouvriers du chantier. Il le comparait même à un adolescent gâté de 13 ans. La situation était devenue tellement tendue que Rawlings aurait été interdit d'accès au chantier. Ce moment en disait long. Les tensions entre lui et son équipe étaient déjà incontrôlables. Après l'ouverture du bar plus tard en 2013, les problèmes ont continué. Selon la plainte, Rawlings continuait de se présenter sans y être invité, perturbait le personnel et tentait de prendre le contrôle des décisions. Cela a créé un environnement de travail toxique. La situation a atteint un point de rupture en 2015. C'est alors que Rawlings a envoyé un email sérieux à Daniel Flaherty, le directeur du bar, affirmant que des documents financiers importants avaient disparu. Flaherty a rapidement répondu et invité Rawlings à vérifier les documents en personne. Mais Rawlings a refusé. Il a répondu qu'il ne croyait pas que ces documents existaient. Cette accusation, qui suggérait un vol ou une fraude, allait avoir de graves conséquences. Le 18 juillet 2015, Flaherty a répondu à Rawlings en lui rappelant qu'il avait toujours été le bienvenu pour vérifier les comptes. Cet email est devenu une pièce à conviction essentielle devant le tribunal. Rawlings a finalement présenté ses excuses pour son comportement et l'a imputé à l'alcool. Mais pour Flaherty et le reste de l'équipe, le mal était déjà fait. Le procès a fait valoir que les actions de Rawlings avaient effrayé les fournisseurs et les partenaires commerciaux. Il a été déclaré que ces accusations publiques avaient nui à la réputation du bar et rendu plus difficile son fonctionnement. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. En 2017, lorsque quelqu'un a manifesté son intérêt pour l'achat de la marque Gas Monkey Bar, Rawlings est à nouveau intervenu. Il a porté de nouvelles accusations de mauvaise gestion financière et a fait capoter la transaction. Cet incident est devenu un autre point central du procès. Puis, en 2019, Rawlings a riposté. Le 28 mars, à Fortunes Arcade, il a déposé une contre-plainte d'1 million de dollars pour violation du droit d'auteur. Il affirmait que le bar avait continué à utiliser le nom et les logos Gas Monkey après la fin de leur accord.
Son équipe a fait valoir qu'à la fin de 2018, les droits de licence avaient expiré et n'avaient pas été renouvelés. Pourtant, le bar continuait à utiliser la marque, ce qui a encore exacerbé le conflit. C'est l'affirmation de Rawlings selon laquelle sa marque était utilisée pour promouvoir des événements obscènes et sexuellement suggestifs. Il a déclaré que cela nuisait à son image et à sa propriété intellectuelle. Environ un mois plus tôt, le 25 février 2019, Rawlings avait envoyé une lettre de mise en demeure exigeant que le bar cesse d'utiliser la marque. Il leur avait donné 10 jours pour se conformer. Comme ils ne l'ont pas fait, il a déposé une contre-plainte. Sa demande d'1 million de dollars était fondée sur la perte de revenus de licence et la dépréciation de la valeur de la marque Gas Monkey. À l'époque, les rumeurs avaient déjà commencé à circuler. Les gens disaient que le bar avait des problèmes financiers. L'un de ses établissements partenaires, Gas Monkey Live, avait fermé ses portes. Certains pensaient que Rawlings essayait de prendre ses distances avec un navire en perdition tout en protégeant son nom. Ces batailles juridiques ont attiré l'attention des amateurs de voitures et des experts juridiques. La querelle entre Rawlings et ses anciens partenaires s'est transformée en un drame public chaotique. Et pendant que les procès se déroulaient, Rawlings était occupé à passer à autre chose. L'une d'entre elles était Cord Newman, un cascadeur hollywoodien connu pour s'être immolé par le feu lors d'un épisode. Le podcast mêlait anecdotes de coulisses et interviews pleines d'énergie. C'était un autre moyen pour Rawlings de rester sous les feux de la rampe. Puis vinrent les voitures. En septembre 2023, Rawlings a fait un geste audacieux. Il a mis aux enchères près de 30 véhicules de sa collection personnelle via Bring a Trailer. Le montant total des ventes a atteint 903 $. Parmi les modèles proposés figurait une Chevrolet Corvette de 1962 vendue 60 000 $. Une Ford Mustang Fastback K-Code de 1965 vendue 75 000 $ et une Toyota Supra de 1993. Un modèle rare qui a rapporté 121 000 $. Cette Supra a été la voiture la plus chère de la vente aux enchères. Rawlings a expliqué sa décision par un changement d'orientation. Il souhaitait s'éloigner de ce qu'il appelait et commencer à collectionner des modèles européens haut de gamme. Parallèlement, il a mis aux enchères une expérience Gas Monkey Garage au profit d'une œuvre caritative. Cette vente a permis de récolter 16 500 $ pour la Gas Monkey Foundation. Avec de l'argent en poche et de l'espace libéré, Rawlings a commencé à reconstituer sa collection. Il a annoncé son intention de se concentrer sur les Ferrari, les Lamborghini et les voitures européennes anciennes. Il était particulièrement attiré par les modèles des années 1970. L'un des moments forts a été un voyage en Irlande, où il a acheté 5 Ferrari Testarossa. L'une d'entre elles avait été convertie en véhicule électrique et a fait sensation au salon SEMA 2023. Début 2024, Rawlings avait déjà réinvesti plus d'1 million de dollars dans sa nouvelle orientation. Il ne se contentait pas de changer de voiture, il se réinventait. D'un procès chaotique à une collection haut de gamme de Ferrari, son histoire continue d'évoluer. Que vous l'admiriez ou le critiquiez, il est indéniable que Richard Rawlings sait comment rester sous les feux de la rampe.